Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence. Il est 11 heures et ce webinaire est prévu pour 1 heure. Donc, en tant que responsable du timing, je m'engage à ce qu'il se termine à midi pile. Bienvenue dans ce deuxième webinaire de semaine thématique du club Petite Ville de demain consacré à la question des mobilités dans le projet de territoire. Avant d'engager les discussions, peut-être quelques rappels qui sont également affichés. Compte tenu du nombre de participants, nous vous proposons pour les échanges de passer par la fonction questions-réponses que vous trouverez en bas de votre écran. Et nous traiterons ces questions lors de 2 séances de questions-réponses tout au long de ces webinaires, soit à l'oral, soit si c'est des précisions facile, on va dire, par écrit, ou encore si jamais le temps venait à nous manquer, on s'engage à vous apporter une réponse à la suite et rapidement de cette séquence. En cas de problème technique, vous pouvez utiliser le chat sur lequel vous pouvez d'ores et déjà trouver quelques messages. Et ce webinaire est enregistré et sera disponible dans quelques jours sur la page YouTube du programme. Donc, vous pourrez bien entendu le revoir ou le diffuser si vous le souhaitez. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du club Petite Ville de demain, qui est un des piliers du programme donc porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et qui concerne 1 millier de territoires Petites Villes de demain qui sont désormais quasiment tous désignés. Ce club va être co-construit tout au long du premier semestre. Il vise à partager des expériences, à échanger, grandir en compétences et favoriser des échanges entre pairs. Il est vraiment pour les collectivités du programme et par elles. Donc, on a vraiment besoin de vous pour le co-construire, de vos attentes, de vos retours sur ces premiers événements qu'on organise par voie dématérialisée. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de toute attente ou tout retour que vous auriez. Et donc enfin, ce webinaire va être dédié pendant toute l'heure au décryptage de la loi d'orientation sur les mobilités. C'était une échéance et une semaine thématique qu'on a décidé d'organiser avec France Mobilité, qui est un partenaire majeur de l'ingénierie aux côtés des collectivités justement pour trouver comment faire et des solutions opérationnelles pour améliorer les mobilités sur les territoires. Donc, nous co-animerons cette séquence avec David Cobel, qui anime ce très bel outil porté par le ministère de l'écologie. Donc, ce qu'on vous propose pendant cette heure, c'est d'une part, nous allons avoir une vidéo du ministre en charge des Transports, M. Djebari, qui a été enregistrée pour ce séminaire en propos liminaires et introductifs. Ensuite, Monsieur le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Martial Alvarez, témoignera des actions qu'il a engagées sur sa commune. Merci beaucoup, Monsieur le maire, d'avoir accepté de participer. On aura ensuite un court temps d'échange si vous aviez des questions pour Monsieur Alvarez par rapport à son retour d'expérience. Et ensuite, nous consacrerons une grosse moitié de ce webinaire à une présentation par Madame Mouvet de la Direction générale en charge d'infrastructures et des transports, donc experte de la LOM et qui pourra vous en décrypter les ressorts et les enjeux de prise de compétences en particulier. Et nous prévoyons un temps d'échange au moins d'un quart d'heure, justement pour que vous puissiez adresser vos questions directement à Madame Houvet ou Monsieur Cobel. Voilà, donc comme je le disais, j'aurai la lourde tâche de m'assurer que nous finissons dans les temps et que chacun puisse avoir un temps de parole à la hauteur de l'enjeu et par rapport au planning que nous avions défini. Et je vous souhaite un très bon webinaire et sans tarder, nous allons tenter de lancer la vidéo. Bonjour à tous, je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Avant toute chose, je veux vous adresser mes meilleurs vœux pour 2021. Que cette année nous permette collectivement d'entrevoir le bout de la crise sanitaire, qu'elle nous permette de renforcer le partenariat entre l'État et les collectivités, qu'elle soit l'occasion de faire émerger des projets de mobilité innovants, propres et inclusifs. L'année qui vient de s'achever a été difficile, mais je tiens à vous remercier, élus,
autorité organisatrice de la mobilité, car vous avez su adapter l'offre de transport et mettre en place des protocoles sanitaires stricts avec une réactivité et une coopération qui forcent l'admiration. Face à la chute des recettes, l'État a été à vos côtés et continuera de l'être tant que le virus ne sera pas derrière nous. Malgré tout, il est crucial de préparer l'après. Et l'après se prépare évidemment dès maintenant. En matière de mobilité, 2021 sera une année clé. Alors que la loi d'orientation des mobilités a été promulguée il y a 1 an, nous devons pleinement nous emparer des opportunités qu'elle nous offre. La LOM, c'est une ambition, celle d'améliorer concrètement les déplacements du quotidien pour tous et partout, de rendre les transports plus simples, moins coûteux et plus propres. La LOM, c'est aussi des investissements d'une ampleur inédite pour plus de 13 milliards d'euros sur 10 ans. Et la LOM, c'est aussi un premier pas vers de nouvelles mobilités. C'est plus de soutien au vélo, au covoiturage, au développement des bornes de recharge électrique, plus de soutien à la numérisation de notre billettique, à la création de comparateurs en ligne de l'offre de transport. C'est évidemment le forfait mobilité durable, auquel tous les Français peuvent désormais avoir accès et dont le plafond a été rehaussé. La LOM, c'est aussi plus de clarté concernant les responsabilités de chacun dans les politiques de mobilité. En la matière, la collaboration entre l'État et les collectivités est indispensable. Je la vois au quotidien, j'échange avec beaucoup d'acteurs, les régions, sur les sujets des petites lignes ferroviaires, des aéroports notamment, mais je souhaite que nous renforcions nos échanges avec les collectivités du bloc communal. Car c'est vous qui êtes les premiers concernés, les premiers engagés pour développer ces nouvelles formes de mobilité. D'ici au 31 mars, les communautés de communes auront un choix important à faire, celui de s'emparer ou non de la compétence mobilité. Notre objectif, c'est d'en finir avec ces zones blanches de la mobilité. Et en devenant autorité organisatrice de celles-ci, les intercommunalités pourront développer de nouveaux modes de transport locaux. Par exemple, une desserte régulière vers les gares routières ou ferroviaires, une plateforme de covoiturage ou encore un garage solidaire. Je veux être clair, il ne s'agit pas de remettre en cause ce qui fonctionne déjà. Je le dis aux régions, votre offre de transport existante ne sera évidemment pas déstructurée, vous continuerez à organiser les services non urbains et scolaires. Et aux intercommunalités, je veux dire 2 choses. La première, c'est qu'il ne s'agit pas de vous déléguer un fardeau financier. En cas de service régulier, vous pourrez mettre en place le versement mobilité. La deuxième chose, c'est que la nouvelle offre de transport ne devra pas nécessairement être lancée au 31 mars. Chacun pourra aller à son rythme. Donc à tous les élus communaux, je le dis avec conviction, saisissez cette occasion. Et pour vous y aider, de nombreuses aides sont déjà en place. Des appels à projets ont été lancés. Nous avons augmenté la décile pour accompagner vos dépenses d'investissement. Les cellules régionales de France Mobilité sont là pour vous épauler. Et grâce au plan de relance, près de 1,2 milliard d'euros sur 2 ans seront dédiés à vos projets de pistes cyclables, de pôles multimodaux ou encore nouveaux réseaux de bus. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de mon ministère. Il est là pour vous informer, il est là pour vous accompagner. Je vous dis bon courage, à bientôt et bonne année 2021. Voici, après ces propos introductifs, je propose sans transition de donner la parole à Monsieur le maire, si ça vous convient. Oui, juste le temps d'activer mon micro, vous m'entendez? Très bien. Oui. Très bien, alors permettez-moi de souhaiter de présenter mes meilleurs voeux à tous les participants à ce webinaire. Vous dire tout le plaisir qui est le mien de témoigner sur l'expérimentation et l'expérience qui est mise en place sur ma commune, la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est une ville des Bouches-du-Rhône, située à l'embouchure du Rhône, donc au bord de la mer Méditerranée, et qui appartient à la grande intercommunalité qui est la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors, il est vrai que la chance de ma commune, c'est d'être le bout du chemin d'un grand projet qui avait pour objectif de relier le lac Léman à la mer. Ce projet de piste cyclable qui s'appelle la Via Rona et qui prend son départ en Suisse, dans la commune de Saint-Gingolf, et qui arrive à Port-Saint-Louis-du-Rhône, a certes eu à multiplier chez nous la présence de cyclotouristes, parce qu'arriver à la mer Méditerranée par cette Via Rona est une expérience extraordinaire. Mais on s'est rapidement aperçu
des difficultés qui étaient les nôtres pour rapatrier ces cyclotouristes chez eux, parce qu'on n'est pas desservi par une gare, on n'a pas la voie ferrée qui vient jusqu'à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et donc, les cyclotouristes avaient des difficultés parce qu'une fois qu'on a fait le trajet et ces 815 km dans un sens, repartir était un petit peu compliqué. Et même si d'autres prenaient le trajet d'une manière un petit peu plus courte, souvent ils voulaient rejoindre leur domicile en empruntant plutôt la voie ferrée. Et face à cette problématique reliée par notre office du tourisme qui souvent nous disait on a des difficultés, on s'est dit pourquoi pas essayer finalement de mettre les vélos de ces cyclotouristes dans les bus des lignes interurbaines et ainsi leur donner la possibilité de regagner les gares les plus proches, parce qu'autant ma ville a la particularité d'être dans un contexte merveilleux environnementalement, avec en plein cœur du parc naturel régional des Camargues, avec ses paysages entre Rhône et Méditerranée, mais autant nous sommes aussi aux côtés d'un des plus grands sites industriels d'Europe et que les mobilités sont difficiles à imaginer et mettre en œuvre des pistes cyclables sur certains endroits de notre territoire était compliqué. Donc on a fait la demande à l'intercommunalité qui est autorité organisatrice de transport et à notre prestataire Transdev de pouvoir étudier cette possibilité, et il s'avère que nous avons donc réussi à mettre en œuvre et équiper ces véhicules de 6 porte-vélos, et donc les lignes interurbaines sont équipées ainsi. Et depuis, je dois vous avouer que la perte de fréquentation qui était liée à cette limite de la Via Rona nous a permis de constater que d'une part, les cyclotouristes étaient très contents de trouver ce service car ils pouvaient ainsi regagner les gares de Fos, de Miramas et de Port-de-Bouc, les communes les plus proches, mais qui sont à une trentaine, une quarantaine de kilomètres, pour pouvoir repartir vers chez eux. Et d'un autre côté aussi, du coup, ça a donné la possibilité à notre office de tourisme de décrocher son label Accueil Vélo et voilà, au travers de cette initiative pour inventer une manière de faire rencontrer les modalités de transport, être meilleur sur cette intermodalité, nous a permis d'une idée comme ça, qui est toute simple finalement, de donner du sens et de créer donc une manière positive de pouvoir voir les transports s'imbriquer les uns et les autres, le vélo, le bus, le fer, au travers de cette idée qui est toute simple et qui construit petit à petit, je crois, petit à petit les petites pierres qui font les grands ensembles. Voilà ce que je pouvais dire sur cette initiative. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Et bien évidemment, nous sommes très heureux de compter Port-Saint-Louis-du-Rhône parmi les communes petites villes de demain depuis quelques semaines. On espère que cet exemple, alors vous dites petite idée, je ne suis pas sûre qu'elle soit si petite que ça. En tout cas, ça montre bien comment d'une idée, on peut trouver des ressorts d'innovation en mobilisant le collectif et puis en sollicitant le soutien là où il peut être apporté, en l'occurrence par France Mobilité. Et puis, ça sera l'occasion cet après-midi de détailler aussi l'offre de service France Mobilité. Alors, en fait, on a, je vois une première question, c'est excellent. Du coup, on va lancer la toute petite vidéo, si vous me le permettez, Monsieur le maire, qui avait été réalisée chez vous, pour que chacun puisse bien voir cette innovation au bénéfice du développement économique et touristique de votre commune. Et puis, nous prendrons ensuite les questions. Donc, vous êtes plus de 140 participants connectés. N'hésitez surtout pas à adresser les questions à Monsieur le maire, qui malheureusement devra ensuite rejoindre d'autres obligations. Et donc ensuite, on basculera sur la partie experte, l'homme. Donc n'hésitez surtout pas, c'est l'occasion de poser vos questions. On regarde la petite vidéo pour vous laisser le temps d'y réfléchir. Située à l'embouchure du Rhône et au bord de la Méditerranée, la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a des aires de bout du monde et une activité industrielle qui n'en font pas vraiment la partie la plus touristique de la Provence. Pourtant, c'est là que se termine la Via Rona, une piste cyclable de plus de 800 km qui la relie au lac Léman.
C'est vrai que les cyclotouristes font partie, depuis l'avènement de cette Via Rona, d'une clientèle qui est fréquente. Et donc, les enjeux de mobilité liés au vélo sont au cœur de nos préoccupations. Nous sommes aussi dans un territoire qui est aux portes d'un territoire industriel très actif avec la zone de Fos. Et toutes les mobilités au travers des pistes cyclables ne sont pas non plus envisageables. Faute de gares et de voies sécurisées pour les vélos, les touristes avaient donc tendance à abréger leur périple avant le terminus. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé comme astuce pour les faire venir? Alors la solution, c'est l'idée de mettre des vélos dans les bus et permettre ainsi à nos cyclotouristes de prendre ces lignes et de voyager avec leur vélo et ainsi rejoindre les gares pour pouvoir rentrer chez eux. Mettre son vélo dans le bus, ça n'a l'air de rien, mais ça change tout, pour les touristes et pour les cyclistes comme Pascal Basile. Bonjour. Bonjour. Avant, c'était pas possible de monter un vélo dans le bus. Eh ben non. non, c'est un bus de ville. Les gens qui ont un vélo, ils font du vélo, ils prennent pas le bus. Mais dans notre territoire qui est très particulier, la route, elle est très encombrée aussi, elle est dangereuse en fait. D'accord. C'est donc en collaboration avec l'exploitant Transdev qu'ont été mises en place des racks à vélo dans 2 lignes de bus. On a réfléchi par rapport à la loi d'orientation des mobilités qui va obliger de toutes les manières en 2021 de pouvoir transporter 5 vélos dans les véhicules. Les 2 racks permettent donc de transporter jusqu'à 6 vélos par bus. Donc maintenant voilà, le vélo est gentiment rangé dans son rack et vous êtes confortablement installé dans le bus. Moi je trouve que c'est une façon de faire du vélo assez agréable. Là, vous voyez, déjà, c'est une voie d'accélération, quoi. Donc là, mon vélo, il est déjà moins à l'aise. Financé par la métropole Aix-Marseille-Provence, l'expérience est une première en France. Cette expérimentation, elle a également encore d'autant plus de sens qu'elle se fait aussi dans le cadre du plan vélo de la métropole, le plan à 5 ans, qui est de développer donc l'usage du vélo sur l'ensemble des lignes métropolitaines. En permettant d'effectuer les derniers kilomètres en pédalant, les porte-vélos dans les bus favorisent l'intermodalité et une mobilité douce en toute sécurité. Bon au revoir Pascal. Au revoir. Encore félicitations, monsieur le maire, et à vos équipes pour la mise en œuvre de cette action. Je vais laisser la parole à David Cobel pour animer la séquence de questions-réponses. On ne t'entend pas, David. Oups, autant pour moi, j'avais le micro coupé. Bonjour à tous et merci beaucoup, monsieur le maire, pour cette présentation qui est très, très importante aussi en termes d'expérimentation, puisqu'elle s'inscrit pleinement dans le cadre opérationnel de la loi d'orientation des mobilités et ce que propose la loi d'orientation des mobilités. Vous retrouverez la vidéo qu'on vient de vous présenter sur la chaîne YouTube de France Mobilité, où vous aurez la possibilité également de voir d'autres solutions qui parcourent nos territoires sur des sujets aussi divers et variés que les mobilités partagées, que les mobilités actives, le vélo, les plateformes solidaires, pardon, je cherchais mes mots. Et bien évidemment, ces sujets-là sont tous plus ou moins liés avec la mise en œuvre de la loi d'orientation des mobilités. Je vois qu'en termes de questions-réponses, nous pouvons encore avoir un petit moment pour bénéficier de la présence de monsieur le maire. Donc, il y avait une question qui était posée concernant la question de l'import en vélo. La question est la suivante, c'est: avez-vous bénéficié d'un cofinancement de la part de la Fondation Transdev? Il semblerait intéressant de savoir si cette possibilité de cofinancement est duplicable sur d'autres territoires. Monsieur le maire? Oui, je ne pense pas, mais j'en suis pas certain. Pour tout vous expliquer, donc la démarche qui a été celle du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est de transmettre l'idée donc à l'intercommunalité, donc la métropole, qui est l'autorité organisatrice des transports, qui en a fait part à notre prestataire, qui est Transdev. Donc, l'idée, elle remonte un petit peu avant la création de la métropole, si vous voulez. En 2016, on avait déjà un petit peu identifié cette problématique. Et à l'époque, c'est vrai que le contrat de délégation de service public était sur la voie du renouvellement. Et avant la constitution de cette grande métropole, l'intercommunalité, qui était dans un nombre plus limité de communes, avait déjà fait l'objet dans son cahier des charges justement de ce souhait
de voir s'introduire ce dispositif entre Port-Saint-Louis-du-Rhône notamment et les communes voisines. Le chemin qui a été fait par cette idée, c'est maintenant aussi de se dire qu'il y a peut-être intérêt à faire s'inscrire les vélos dans les bus pour les faire converger sur des sites où il y a des pistes cyclables en nombre, où la capacité de se balader, parce que par exemple, Port-Saint-Louis-du-Rhône a une piste cyclable en elle-même de plus de 10 km rien que pour relier une plage et encore 7 pour en relier une autre. Donc, il y a quand même une possibilité de se déplacer. Donc, sur la manière dont ça a été financé, je ne pense pas qu'il y ait une partie de la Fondation Transdev et je ne serai pas capable, moi, de vous expliquer concrètement comment c'est financé ce dispositif. Seulement, moi, je pense que oui, il est intéressant de transposer cette manière de voir les choses. Et en termes de financement, je suis désolé de ne pas pouvoir y répondre, mais je ne pense pas. D'accord. Il y a encore deux petites questions que je vous propose de prendre maintenant avant que vous ne partiez. Une question très, très pragmatique. Est-ce que l'emport en vélo a-t-il un effet négatif sur la vitesse commerciale des bus? Et d'autre part, est-il possible d'installer des vélos électriques qui sont effectivement plus lourds que les vélos classiques sur les racks proposés dans les bus? Pour la première question, non, on ne l'a pas constaté pour l'instant. Je ne le pense pas. Pour la deuxième question, ça rejoint un objectif qui est inscrit sur notre territoire, donc c'est d'encourager la population à faire l'acquisition de vélos électriques. D'ailleurs, on a mis en place des aides dans le cadre du plan vélo de la métropole liées aux mobilités pour que les particuliers puissent disposer d'aides pour pouvoir acheter des vélos électriques. Je pense que l'innovation en termes de mise en place de ces racks dans les bus qui a été construite par Transdev a intégré cette possibilité, même si le vélo il est plus lourd, les racks ils sont appropriés. Merci, monsieur le maire, pour les éléments de réponse. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Sachez, si, il y en a une qui vient d'arriver. Ouais. Avez-vous mis un indicateur pour mesurer l'effet de cette mesure et si oui, lequel? Alors l'indicateur sur l'effet de cette mesure. Donc, nous, du coup, alors localement, commune, on a fait labelliser notre office du tourisme Accueil Vélo parce que c'est par la voie de notre office de tourisme que se faisaient remonter les mécontentements ou en tout cas qu'on entendait. Voilà pourquoi on ne bénéficiait pas en totalité de la fréquentation attendue. De la même manière, l'office du tourisme, en lien avec l'opérateur l'opérateur bus pour savoir combien de vélos sont utilisés sur chaque voyage, c'est un dispositif qui est mis en place. Donc, deux manières de comptabiliser. Donc déjà, on a un accueil vélo qui nous permet au niveau de la commune et au niveau de l'office de tourisme de comptabiliser les gens qui viennent nous voir parce que l'accueil vélo, c'est un dispositif qui permet toute une offre de services, donc qui nous permet de ramener automatiquement les cyclotouristes par l'office de tourisme, vers l'office de tourisme. Et pour la partie et pour la frange qui serait, par exemple, juste des habitants des villes voisines qui en semaine ou qui veulent juste venir faire du vélo sur le domaine de Port-Saint-Louis sur le cyclable, là, on va comptabiliser sur l'opérateur, le chauffeur du bus qui rend compte sur sa tournée de combien de clients vélocyclistes il a pu disposer. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ces précisions et d'avoir joué le jeu des questions-réponses. David a indiqué dans le chat un certain nombre de ressources et un lien qui vous permet d'accéder aux détails sur le projet qu'on relaiera également, qu'on vous renverra par mail à tous. Donc, merci encore. Et je vous propose qu'on engage la partie de décryptage avec notre experte du sujet, Madame Mouvet, pour un quart d'heure de présentation avant des questions-réponses. Très bien, moi je vous quitte. Au revoir, bonne continuation. Merci pour votre invitation et encore tous mes voeux. Merci à vous. Au revoir. Madame Mouvet?
Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Et puis du coup, c'est l'occasion effectivement de m'inscrire un peu de cette présentation sur la prise de compétences en lien avec l'intervention précédente de Monsieur le maire sur cette expérimentation-là qui démontre effectivement tout l'enjeu d'effectivement de ne mettre à l'agenda ces questions de mobilité sur les territoires ruraux. Et on voit qu'effectivement, c'est pas l'apanage des territoires urbains et qu'il y a plein de choses à innover, sur lesquelles il convient d'innover et de développer. Justement, du coup, l'expérimentation a précédé la loi, puisque dans le cadre de la loi l'homme, on va généraliser ces dispositifs. En tout cas, les autorités organisatrices sont appelées à le généraliser avec des emports de vélo. Et les collectivités auront à définir les lignes les plus opportunes, mais c'est une chose qui va généraliser, comme quoi, effectivement, on peut passer de l'expérimentation au déploiement sur le territoire quand c'est des bonnes idées. Voilà, donc je vais du coup passer à l'objet de mon intervention sur la prise de compétences mobilité. Donc, je suis chef du bureau des politiques de déplacement à la DGITM et donc du coup, on suit de très près cette prise de compétences pour lequel des comités de communes, pour lequel effectivement, il y a une échéance assez rapide au 31 mars 2021. Donc, on se rapproche. Et donc, l'objectif pour moi, comme l'a aussi souligné Monsieur le ministre Jean-Baptiste Djebbari, c'est effectivement l'idée de vous présenter cette mesure et toute l'opportunité qu'elle offre pour agir sur vos territoires. Pour ce faire, de vous replacer à la fois cette prise de compétence un peu dans le schéma général de gouvernance. Qu'est-ce que dans le cadre de la LOM, on est allé chercher derrière cette prise de compétence, à quoi on s'attend, et puis peut-être faire quelques petits zooms sur effectivement ce que ça implique pour les comités de communes concrètement, parce que ça suscite effectivement un certain nombre de questions. Voilà. Donc, sur cette prise de compétences, effectivement, l'objectif, comme l'introduction de tout à l'heure, c'est bien de ne pas remettre en cause ce qui marche aujourd'hui, donc notamment l'offre régionale sur vos territoires, mais développer à la fois plus de solutions, qu'elles soient développées de manière avec des solutions diversifiées, adaptées aux besoins des habitants et au contexte territorial, et effectivement, le bloc communal et le niveau intercommunal est identifié comme un acteur de proximité qui est effectivement en capacité d'apporter, en tout cas de co-construire des solutions les plus intéressantes. Voilà, donc l'idée pour moi, c'est effectivement de vous présenter en quoi cette prise de compétence s'inscrit dans une nouvelle gouvernance avec un peu deux axes. Le premier, c'est effectivement de montrer comment la gouvernance s'articule autour de 2 niveaux de collectivité et effectivement définir bien le rôle. Et puis, le deuxième, ce sera d'évoquer le rôle de l'AOM derrière, que je détaillerai plus tard. Donc, sur les niveaux de collectivité, donc effectivement, sur vos territoires, vous avez effectivement la région qui peut intervenir et développer des services non urbains, des services ferroviaires. Là, l'idée avec la LOM, c'est on sort de la logique un peu lotie où on a chacun son rôle avec chaque collectivité à son mode de déplacement. On est sur une organisation à 2 échelles avec une logique de subsidiarité. L'AOM régionale ayant un rôle de maillage des territoires, donc son rôle est renforcé sur tous les types de mobilité, donc l'action elle peut intervenir sur différents champs, mais c'est surtout un échelon de réflexion de maillage et d'articulation, de coordination avec les acteurs pour penser la mobilité à des échelles structurantes de bassins de mobilité. Et puis on a l'AOM local, l'échelon de proximité qui est effectivement l'échelon intercommunal privilégié, donc c'est déjà le cas dans les communautés d'agglomération, métropole, communautés urbaines, et qui est là compétente sur tout son territoire. Et l'idée derrière cette prise de compétence, c'est que sur les territoires ruraux et sur les communautés de communes, on puisse faire émerger un peu plus fortement cet échelon de proximité aux côtés de l'AOM régionale qui continuera à avoir ce rôle de maillage, de rabattement sur les gares de desserte ferroviaire.
Et l'objectif également, notamment pour faciliter l'efficacité du système global pour les usagers, c'est de renforcer la coordination avec de ces deux niveaux au travers effectivement des contrats opérationnels de mobilité qui vont être définis et mis en place par les régions et qui vont associer à l'échelle de bassins de mobilité, donc qui réunira plusieurs autorités organisatrices de la mobilité, par exemple une AOM, on va dire urbaine, une métropole et plusieurs communautés de communes autour, pour effectivement travailler sur le système de mobilité à ces échelles en prenant en compte les systèmes notamment de rabattement pour favoriser par exemple l'accès aux zones d'emploi. Voilà, donc c'est important effectivement d'avoir ces échelles de gouvernance pour effectivement bien vous positionner dans cette prise de compétence sur le fait qu'on vous positionne en complément de la région. Une AOM, c'est quoi? Donc, c'est aussi important dans le choix de la prise de compétence de rappeler ce qu'est une AOM parce qu'effectivement, pour certains territoires, c'est très connoté comme une autorité organisatrice qui organise du transport urbain et très marqué par ce point-là. On a avec la LOM une approche assez renouvelée de cette compétence qui se structure autour de un peu deux axes. Le premier, c'est effectivement qu'une autorité organisatrice, en fait, au-delà d'organiser des transports, elle est aussi dans une logique de définir la politique de mobilité, effectivement d'identifier les besoins de son territoire, de proposer des solutions en lien avec les habitants, les employeurs et définir effectivement une action sur laquelle elle est en responsabilité, mais sur lequel elle fait aussi intervenir d'autres acteurs en coordination. C'est effectivement un choix c'est une conception un peu élargie de cette compétence de mobilité avec l'idée de développer un bouquet de services qui est là adapté au territoire. Donc là, on va passer le slide suivant. Donc c'est bien la collectivité. En étant AOM, en fait, la collectivité devient compétente, c'est-à-dire en capacité d'agir sur un ensemble de champs d'intervention. Donc effectivement, il y a l'historique transport régulier, mais on a aussi tout un nouveau panel d'actions. On a effectivement des enjeux à développer le covoiturage. En matière de mobilité solidaire, il y a toutes les questions autour des plateformes de mobilité solidaire ou même, on retrouve sur le site France Mobilité des garages solidaires, tout ça pour accompagner les publics les plus vulnérables. On a bien entendu l'enjeu, on l'a vu tout à l'heure, des mobilités actives. Donc, tout un panel d'actions à développer et donc pour offrir un bouquet de services auprès de vos habitants. Et c'est une capacité à agir, c'est-à-dire que bien entendu, l'offre de services que la collectivité va construire, elle n'est pas forcément la même quand on est sur un territoire très urbain ou très rural. Et donc, c'est vraiment l'AOM dispose de cette capacité à agir sur tous ces modes, mais n'a pas l'obligation, par exemple, de faire un transport régulier si ce service-là n'est pas pertinent à l'échelle du territoire de la communauté de communes. Donc, effectivement, c'est pas un fardeau qu'on vous met quand on pose la compétence mobilité, c'est bien effectivement de vous donner l'ensemble des leviers d'action pour pouvoir développer des solutions de mobilité. Alors, développer des solutions de mobilité, on l'a vu avec les nouvelles mobilités, c'est à la fois mettre en place des nouvelles solutions par la collectivité, mais aussi soutenir des initiatives associatives ou privées dans le domaine. Donc là, effectivement, dans la compétence d'organisation de la mobilité, où on a tout un champ qui est de soutenir des actions des autres acteurs, par exemple mettre en place des plateformes de covoiturage. Le covoiturage, c'est un service privé. Donc là, la collectivité va organiser ce système de covoiturage. Les services de mobilité solidaire, c'est aussi développer et soutenir l'action des associations, voire même aller sur des dispositifs d'aide personnelle à la mobilité, à savoir par exemple des chèques mobilité ou des soutiens, par exemple, aux covoiturés. Donc voilà, c'est important d'avoir cet aspect-là en tête de bouquet de services et puis ce que j'ai évoqué tout à l'heure de co-construction et d'animation avec les acteurs locaux. Pour ce faire, pour l'exercice de la compétence, on est sur une action qui est financée par les recettes tarifaires des services. On est sur la plupart des services
commerciaux, on va dire, le budget de la collectivité, une fiscalité générale, et puis la possibilité, dans certains cas, de mettre en place une nouvelle fiscalité. C'est ce qu'on appelle le versement mobilité. Alors, une petite précision sur ce versement mobilité, c'est qu'effectivement, dès lors que la collectivité s'investit sur un projet assez lourd, notamment donc, le service régulier de transport collectif, qui suscite des investissements importants, la collectivité sera en étant AOM et en capacité d'instaurer ce nouvel impôt qui est assis sur la masse salariale des employeurs. Voilà. Pour autant, et donc David s'en fera l'écho sans doute cet après-midi, on a d'autres sources de financement sur lesquelles effectivement on vous flèche sur le site France Mobilité. Donc effectivement, la dotation de soutien à l'investissement local gérée par les préfets, les programmes C2E, certificat d'économie d'énergie, pour lequel effectivement un certain nombre de programmes sont dédiés à l'accompagnement des projets de mobilité des territoires. On peut en citer quelques-uns sur le programme À côté pour soutenir des lignes de covoiturage dans les territoires ruraux. Et puis plus récemment en tout cas, on a l'AMI TENMOD France Mobilité sur effectivement le soutien aux projets innovants et aux actions de stratégie de mobilité dans les territoires ruraux. Mais tout ça, David vous en parlera cet après-midi. Voilà, donc effectivement, l'idée, c'est bien de vous convaincre de l'intérêt de cette prise de compétences. Et du coup, pour ce faire, je vous propose de venir un peu sur les principales implications pour les communautés de communes dans cette prise de compétences. Donc, peut-être slide suivant. Donc, effectivement, comme on vous l'a vu, on n'est pas sur un exercice où, comme à l'instar de la loi NOTRe, quand on a des transferts de services de mobilité, de compétences entre deux niveaux de collectivité, on n'est pas du tout là à remettre en cause les services régionaux, on est là pour effectivement mettre à l'agenda ces questions de mobilité et effectivement fédérer autour du bloc communal et autour de la communauté de communes un acteur public en charge de construction de la politique de mobilité et en articulation avec les autres politiques publiques. Souvent, quand on discute avec les collectivités, effectivement, elles ont deux préoccupations. La première, c'est effectivement toute leur politique climatique pour verdir les déplacements et puis aussi le souci effectivement de rendre accessible un certain nombre de leur territoire avec des enjeux sur les publics un peu vulnérables, donc cette action un peu plus sociale. Donc ça, c'est des choses importantes à avoir en termes d'articulation qui sera facilitée par la prise de compétences. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, cette montée en charge, la compétence d'AOM, c'est vous qui décidez de cette montée en charge, c'est vous qui décidez aussi des services mis en place. On a pas mal de dispositifs pour vous soutenir dans votre démarche, mais effectivement, c'est à vous vous avez toutes les clés pour effectivement intervenir sur votre territoire. Et au moment de la prise de compétences, tout ceci n'est pas à avoir développé. C'est bien effectivement la prise de compétences qui vous habilite à agir et qui va vous conduire à effectivement conduire votre réflexion et mettre en place les services. Par ailleurs, souvent, on a adossé la question de la mobilité aux territoires urbains, aux collectivités urbaines et aussi aux régions. Là, en devenant AOM, ça permet aussi d'identifier les communautés de communes comme un acteur légitime de l'écosystème local de la mobilité, de pouvoir effectivement travailler avec les autres collectivités dans des exercices sans doute de mutualisation. Donc, c'est tout l'objet des contrats de mobilité sur lequel les communautés de communes auront voix au chapitre et seront un acteur partie prenante. Voilà. Et puis, c'est aussi un acteur un acteur identifié auprès des acteurs locaux, donc un travail assez fin puisqu'il y a quand même beaucoup de demandes, notamment autour des employeurs, des habitants qui effectivement suscitent ou ont des idées pour faire avancer les questions de mobilité sur leur territoire. Céline, il te reste 4 minutes, 3 Ok. minutes.
Ça marche. J'ai fait un peu une synthèse pour reprendre ce qui se passe si vous prenez ou pas la compétence. On pourra y revenir au titre des questions. Je vais essayer de passer tous ces éléments, je l'ai un peu déjà dit, mais voilà, concrètement, si je prends au moment de la prise de compétence pour une EPCI, une communauté de communes, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, en termes d'obligation, la seule chose qui se passe au moment précis où on prend la compétence, c'est la mise en place d'un comité des partenaires. Donc, vous êtes obligé de discuter avec vos habitants et vos employeurs et de mettre en place un comité des partenaires. J'allais dire, voilà, c'est le démarrage de cette prise de compétence. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas d'obligation quant aux solutions à mettre en place. Sur le budget et le transfert, qu'est-ce qui se passe là aussi? En fait, là, vous êtes habilité à agir et donc, effectivement, les dépenses et recettes dépendent de votre montée en charge. Donc, au moment de la prise de compétence, sauf à reprendre des services, il n'y a rien qui se passe voilà, sur votre budget. Vous n'avez pas une charge sur votre budget. Vous avez la capacité de lever du versement mobilité si vous organisez un service régulier. Dans le cas où certaines communes auraient historiquement mis en place des services, vous voyez transférer, effectivement, la communauté de communes se voit transférer les services de la commune. Voilà. Et par contre, les services, c'est assez important, hein, c'est-à-dire que tous les services de la région sur votre territoire demeurent à la région, sauf si vous en faites la demande explicite de reprise. Donc, au moment où vous devenez AOM, il n'y a rien qui se passe de mouvement de transfert entre la région et votre collectivité. Et s'il devait en intervenir, si vous devez le faire, c'est vraiment à votre demande et auquel cas les charges et les ressources liées à ces services vous sont transférées. Voilà. Donc, on passe à la slide suivante. Effectivement, vous êtes effectivement le référent, l'acteur sur le territoire pour fédérer les acteurs locaux. Donc, vous êtes légitimé dans cette action. Il n'y a pas un autre acteur qui va intervenir pour mettre en place le comité des partenaires. Vous êtes identifié sur les dispositifs de financement. Donc, voilà, c'est effectivement donner corps à cette compétence de mobilité et vous favoriser et vous rendre plus légitime dans votre action auprès des acteurs de l'écosystème. Si vous ne prenez pas la compétence… Par contre, excusez-moi, Madame Mouvet, en fait, il y a pas mal de questions qui arrivent. Il nous reste J'ai un juste bon la quart dernière d'heure d'échange. slide. Super, La dernière parfait. slide sur si vous ne prenez pas la compétence. Voilà. Et du coup, Très si bien. vous ne prenez pas la compétence, voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, c'est bien la région qui devient AOM sur votre territoire. Donc, c'est la région qui est seule compétente à agir et du coup, elle le fait en plus de sa compétence d'AOM régionale. Donc, la région, si elle devenait AOM à défaut, on attend à ce qu'elle puisse s'investir localement en plus de sa compétence d'AOM régionale. Donc, elle aura vraiment ce rôle et elle devra faire plus aujourd'hui que ce qu'elle fait actuellement sur le territoire. Si vous ne prenez pas la compétence, vous ne pouvez plus organiser de services de mobilité. Donc, ça, c'est aussi important, hein, c'est que toutes les dispositions ou toutes les expérimentations qu'on peut voir, c'est des choses qui ne pourront plus se faire dans le cadre du nouveau modèle de gouvernance. Et donc, si vous ne prenez pas la compétence, plus d'organisation possible. Également, plus la possibilité d'élaborer un plan de mobilité, puisque effectivement, vous n'êtes pas autorité légitime à le faire. Vous pourrez être associé à la région au titre du comité des partenaires, mais en tant que participant. Et voilà, donc c'est important d'avoir ça en tête sur la prise de compétences. Et donc, j'espère avec ces échanges avoir pu rassurer sur cette prise de compétences qui est effectivement une opportunité pour la collectivité d'intervenir en matière de mobilité. Du coup, on va laisser la place aux questions. Voilà, si ça vous fonctionne. Peut-être un dernier élément, c'était la question de l'échéance. Pardon, il y a un dernier stage sur les échéances. Donc, pour rappeler les échéances, vous avez jusqu'au 31, les comités de communes ont jusqu'au 31 mars pour délibérer. Puis ensuite, ce sont sur le transfert de compétences. Puis ensuite, les communes membres ont 3 mois pour réagir et se prononcer. Et si tout le monde est favorable, le transfert se fait. À défaut, la région devient compétente sur le périmètre de la communauté de communes au 1er juillet 2021. Voilà. Merci infiniment pour cette synthèse très riche et très claire en un temps record sur un sujet très complexe.
Je vais laisser la parole à David parce qu'il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu à tous, de poser vos questions au fil de l'eau. Bon courage, David. Oui, merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Juste pour vous rappeler que le diaporama sera mis à votre disposition et que je vous ai mis des liens Internet vers le site de France Mobilité dans le flux de conversation, de telle sorte que vous retrouverez tout le détail, les foires aux questions qui vous permettront de trouver bon nombre de réponses. Nous avons 15 questions qui ont été posées, donc je ne vais pas faire les 15 questions d'un seul coup, je vais faire des petits paquets. Céline, je te propose du coup d'essayer d'être très elliptique dans les éléments de réponse qui seront proposés. Concise, Alors, elliptique, je ne sais pas, mais concise. concise, oui. Une collectivité peut-elle proposer un service de location d'une voiture électrique si elle ne prend pas la compétence? Faut-il envisager? Je te pose trois Ah oui. questions, hein. Faut-il envisager un conventionnement avec la région, AOM de rang 2? Ensuite, une autre question sur un EPCI qui est en territoire rural situé entre 3 agglomérations. Il y a un service de transport régulier qui est organisé sur une seule commune de l'EPCI. Les autres lignes régulières de la région concernent 2 autres communes. Et il n'y a aucun transport régulier qui dessert la totalité des 23 communes. La question, c'est globalement, qu'est-ce qui est du ressort de l'EPCI finalement dans l'ensemble de ces services? Voilà pour le premier jet de 3 questions. Ok, donc peut-être effectivement de manière concise en rappelant un peu les fondamentaux sur la compétence d'AOM. Donc la compétence d'AOM vous donne la compétence, c'est une compétence exclusive pour organiser des services. Donc on parlait d'un service de location d'autopartage, quand bien même ils sont électriques. Ça reste la compétence fondamentale. Il faut la compétence d'AOM pour mettre en place des services de location, des services de transport, des services de location de vélo, etc. C'est attaché à la compétence d'autorité organisatrice. Peut-être par contre, la question des bornes de recharge, là, c'est une compétence spécifique. Mais voilà, tout ce qui est organisation de services de mobilité, c'est bien attaché à la compétence d'AOM. Et voilà, sur cette notion de desserte de territoire et ce qui relève de la compétence de l'intercommunalité, donc, comme je l'indiquais, le principe, c'est qu'on a 2 niveaux d'intervention, le maillage, la région et l'AOM de proximité. Donc, l'AOM, l'intercommunalité, elle est compétente uniquement sur son périmètre d'intervention. Donc, elle va développer tous les services qui sont dans ce périmètre-là. Et dès lors qu'on sort du périmètre, ça relève de la compétence de la région. Donc là, il y a un travail après, notamment, ça va être systématisé avec les contrats opérationnels, travail avec la région et les AOM pour effectivement définir une offre qui peut être mutualisée à l'échelle de plusieurs EPCI. Mais la philosophie, c'est dès qu'on dépasse le ressort d'une AOM, c'est la compétence de la région. Voilà. Merci. Et il y avait une troisième auquel je n'ai pas répondu. Oui, c'était sur effectivement les services réguliers qui traversent le territoire. Si on continue sur quelques jets de questions, les contrats de mobilité s'intègrent-ils dans les futurs contrats de relance et de transition écologique? Très bonne question. Si on prend la compétence, est-ce qu'on peut laisser le bloc TRT-STAD ou doit-on le prendre? Il ne peut pas y avoir 2 AOM sur un même territoire. Et puis, une troisième question, en cas de non-prise de compétence, quel devenir pour les actions engagées par les collectivités avant la loi d'orientation des mobilités? Alors, sur les contrats CTE et contrats opérationnels de mobilité. Donc, les CTE, c'est plutôt un conventionnement, je crois, mais je ne maintiens pas le dispositif, plutôt État-collectivité. Le contrat opérationnel, comme son nom l'indique, c'est un contrat opérationnel et pas forcément un contrat financier. L'idée, effectivement, c'est de travailler sur des objets de coopération entre les différentes AOM. Donc, ça peut être la question de réfléchir à des dispositifs
de car express, travailler sur la tarification. Donc l'objet, c'est effectivement pas tant des dispositifs financiers, ça peut l'être en déclinaison, mais c'est essentiellement de définir des objectifs, des projets communs de coordination. Donc les deux, je dirais plutôt qu'à cette échelle, les deux ont vocation à se compléter. Sur la partie articulation avec la région, du coup, vous aurez un slide dédié sur cette question-là dans le PPT qu'on vous retransmettra. On a comme indiqué, on a l'EPCI, l'intercommunalité qui va devenir AOM, donc qui va être compétente pour agir sur tout. Et puis, comme on l'a bien dit, l'objectif de la LOM, c'est de pas de casser ce qui marche. Donc, tous les services régionaux existants actuellement pourront continuer, et pour ne pas imposer à la fois un fardeau supplémentaire aux collectivités en leur disant, ben voilà, l'objectif, c'est que vous repreniez tous les services de la région. Ce n'est pas l'objectif de la loi, c'est de faire plus, comme on l'a dit. Et pareil, ne pas provoquer un émiettement des services. On a un dispositif spécifique qui a été validé dans le cadre de la loi qui permet à ce qu'une communauté de communes intervienne sur son territoire, soit compétente et que la région continue à organiser les services qu'elle faisait sur le territoire. Donc, par exemple, en matière de transport scolaire, si la région prenait en charge les scolaires sur votre territoire, au moment de la prise de compétences, quand vous devenez compétent, la région continue à s'occuper des scolaires sur votre territoire et de les prendre en charge. Par contre, si vous voulez, à l'instar des comités d'agglomération, des métropoles qui ont effectivement une assise un peu importante et reprennent tous les services, là, la communauté de communes est en capacité de demander à la région d'être seule responsable et donc, du coup, elle demande à la région de reprendre les services. Dans ce cas, elle lui demande de répondre tous les services. La communauté de communes ne peut pas demander à la région de reprendre un bout de ligne, un bout de transport scolaire, du TAD. C'est une reprise cette fois-ci en bloc. Donc, si la communauté de communes veut se saisir de ces services, elle les reprend tous. Et par contre, le délai est convenu avec la région. La région ne peut pas refuser, mais par contre, avec les questions de marché, etc., le délai est à négocier avec les régions. C'est un peu, j'ai été un peu longue, mais c'est quand même quelque chose de fondamental et vous trouverez sur France Mobilité une récente note sur ces aspects-là qui vient repréciser les choses et ce dispositif, encore une fois, qui n'est possible que pour le cas des communautés de communes. On a une séparation un peu plus exclusive pour les autres territoires. Merci Céline, il y a énormément de questions qui arrivent. Je ne suis pas sûr que dans le délai imparti, on pourra répondre à tout, mais en tout cas, ce que l'on propose aux conférenciers et aux participants, c'est qu'on prend note de toutes les questions et on essaiera de compléter la foire aux questions qui est disponible sur le site de France Mobilité pour pouvoir répondre aux questions qui sont posées. Un dernier petit jet ou deux petits jets encore de questions, vu le temps. J'essaie de gérer en même temps. Oui, voilà. Il y a une question qui est assez importante que j'essaie de résumer, qui est de dire si jamais on ne prend pas la compétence, est-ce que c'est un facteur, si on ne vient pas à OM, est-ce que c'est un facteur bloquant pour répondre à des appels à projets et obtenir des financements pour mettre en place des pratiques de mobilité? Première question. Deuxième question, qui est assez intéressante, c'est les communautés de communes qui prennent la compétence mobilité ont-elles l'obligation de réaliser un plan de mobilité? Pour le transfert des lignes régionales, est-ce que cela doit être précisé lors de la prise de compétence ou bien on peut le demander après coup? Et on va commencer par ces trois petites questions et puis après, je ferai un dernier jet de questions. Je vois que ça fuse quand même pas mal. Alors, sur la reprise des lignes régionales, je vais partir de là parce qu'on vient d'en parler. Donc sur le dispositif prévoit que, en fait, le transfert des lignes régionales ne s'intervient qu'à sa demande. Donc au moment de la délibération, si vous ne stipulez rien, il n'y a rien qui se passe, pas de transfert. Après, ça peut être de bonnes pratiques de
bien notifier que vous n'avez pas demandé le transfert. Ça peut être rendre plus explicite vis-à-vis de la région. Et par contre, cette demande de reprise, bien entendu, elle peut intervenir n'importe quand. C'est-à-dire que potentiellement, vous avez à vous prononcer sur la prise de compétences aujourd'hui d'AOM, mais potentiellement, dans 3, 4 ans, 5 ans, vous pourrez effectivement demander la reprise de ces services. Encore une fois, la vocation de la loi, c'est pas tant c'est bien une action complémentaire région et collectivité, communauté de communes. Et donc, l'objectif n'est pas à terme que les comités de communes se saisissent de tout, y compris des services réguliers. Donc, voilà, c'est une opportunité, mais en tout cas, ce n'est pas une finalité en soi. Et du coup, une communauté de communes peut ne jamais demander à reprendre les lignes de la région pour permettre cette articulation sur les services. Sur les plans de mobilité, l'objectif, la loi encourage les collectivités à définir une stratégie. Sur le plan de mobilité en tant que tel, il n'impose le plan de mobilité que sur les plus grosses agglomérations avec quelque chose d'assez structuré et lourd, 11 objectifs, études d'impact, etc. Par contre, pour les collectivités qui souhaiteraient se doter d'un document pour concrétiser leur stratégie de mobilité, on a effectivement le plan de mobilité simplifié, mais ça reste facultatif. J'attire votre attention sur effectivement l'AMI TEN-MOD dont David pourra, et je crois que c'est l'ADEME qui intervient cet après-midi. On a un soutien aux collectivités dans la mise en place de telles stratégies de mobilité. Enfin, le troisième point sur les pratiques de mobilité, les actions de communauté de communes. Bien entendu, encore une fois, le système de gouvernance est amené à se clarifier et donc toutes les actions qui ont trait à l'aspect serviciel de la compétence mobilité, enfin de l'action d'organiser des services, de soutenir du transport, du faire par exemple une plateforme de covoiturage, etc. C'est bien attaché à la compétences d'AOM. Donc, effectivement, on va dire qu'on voit beaucoup d'innovations qui ont été faites sur les territoires ruraux. C'est quand même très attaché à la compétence d'AOM. Peut-être un petit focus sur le vélo, tout ce qui est infrastructure vélo, c'est attaché à la compétence voirie. Donc ça, c'est pas, c'est des choses que vous pouvez poursuivre si vous n'avez pas la compétence d'AOM. Mais voilà, la légitimité d'action sur la question de l'AOM, des mobilités, c'est quand même très attaché à la compétence, dans la plupart des cas, mobilité. Voilà. Merci Céline, en plus tu as répondu à des questions que je n'avais pas posées, donc c'est top, ça nous permet d'aller plus à l'essentiel. Je vais t'amener sur des questions relatives au financement, à la fiscalité pour finir, et la continuité des services. Alors sur le financement, lorsqu'une CANCOM prend la compétence en intégrant une commune qui dispose déjà d'un réseau de transport régulier, peut-elle moduler le taux de versement mobilité? Première question. Deuxième question qui relève des questions de financement. Si je suis une communauté de communes qui exerce un transport à la demande et que je prends la compétence, la région a-t-elle obligation de maintenir son financement sur ce service dont nous disposons actuellement? Sur la question de la continuité de service, globalement, les questions sont si l'EPCI prend la compétence mobilité tout en laissant les régions le poursuivre son service de transport régulier scolaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de continuité de service ou d'un désengagement de la région par rapport aux services existants? C'est une question qui revient aussi dans l'autre sens. Si la région récupère la charge intégrale d'une offre, est-ce qu'elle reprend les contrats jusqu'à leur échéance et est-ce qu'elle récupère les biens à l'exercice de la compétence? Alors du coup, beaucoup de choses et d'articulation avec la région. Donc là encore, je vous renvoie à tout le site France Mobilité sur le financement, la modulation du versement mobilité, effectivement, pour les collectivités où il y aura un versement mobilité communal et qu'on passera à l'échelle intercommunale. On n'a pas de modulation possible. Pour autant, on a une disposition de lissage qui permet que sous 12 ans, le taux de versement mobilité puisse être lissé. On n'a pas
pas de pente, entre guillemets, et donc on pourrait très bien envisager que le versement mobilité, à l'aune du déploiement de l'offre de mobilité sur l'intercommunalité, puisse être concentré les 5 premières années, je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple, sur le cœur d'agglomération, sur le cœur, la ville-centre, et puis que dans une dizaine d'années, le lissage permette de lever du versement mobilité dans, comment dire, dans les communes limitrophes. Mais voilà, il n'y a pas de modulation en tant que telle, mais le dispositif de lissage sur 12 ans qui est à définir localement permet quand même des adaptations au prorata de la montée en charge du projet de territoire. Sur les questions de répartition de compétences, de désengagement, j'allais dire c'est des politiques, voilà, c'est chaque niveau de collectivité qui définit comment dire, son niveau d'intervention. Le dispositif de la loi est fait pour une action complémentaire et ne pas effectivement émietter les services régionaux. Donc, il y a quand même un intérêt à ce qu'ils poursuivent leur action, déployer des nouveaux services par les collectivités. Après, effectivement, la loi ne pourra décréter effectivement ces logiques de continuité de service, puisque c'est bien chaque niveau de collectivité qui est décisionnaire sur son offre, mais c'est des choses sans doute à discuter dans les contrats aussi sur ces aspects-là. Mais voilà, la loi ne fait rien en matière de garantie sur ces aspects-là. Après, il y a aussi les comités des partenaires, les comités des partenaires qui font aussi que la diminution de toute offre, on la justifie aussi auprès de ses administrés. Donc là aussi, il y a un positionnement politique à avoir. Peut-être, si vous me le permettez, vu Oui. qu'il est midi, on va arrêter là. Je suis vraiment navrée pour les questions qui n'ont pas pu être abordées. Ce qu'on vous propose, comme l'évoquait David, à l'issue du webinaire, vous aurez le replay. On va vous adresser les différentes ressources qui vont être indiquées dans le chat, mais on va vous les remettre, auxquelles vous pouvez vous référer. On va regarder dans les questions que vous avez adressées par écrit, si jamais les réponses n'étaient pas abordées dans les questions-réponses en ligne, pour les enrichir, et puis vous apportez ces réponses en direct. Et puis, vous avez les cellules d'appui en ingénierie territoriale de France Mobilité. On vous enverra également le lien pour retrouver leurs contacts qui sont à votre disposition. Ce sont leurs missions, vraiment, de vous accompagner, de pouvoir vous éclairer dans ces échanges-là. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. On y reviendra cet après-midi. Du coup, rendez-vous pour ceux qui le peuvent, qui le souhaitent, au troisième webinaire et dernier de cette semaine thématique, où ça permettra d'entrer dans le détail sur les mesures de soutien qu'on a un peu esquissées avec des interventions de David Cobel, donc France Mobilité, pour présenter cette offre de service, également l'ADEME, et puis un éclairage par la SNCF également sur leur opération 1000 et une gares. Là aussi, le replay sera disponible en ligne dans les prochains jours si jamais vous ne pouviez pas y assister. Et puis, merci encore infiniment à France Mobilité et à M. le maire Cadunutier et à Céline Mouvet d'avoir pu dégager 1 heure ce matin sur un sujet crucial dans le cadre de l'agenda rural et du programme Petite Ville de demain porté par Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des Territoires. Le sujet mobilité est vraiment au cœur du développement de ces territoires et de la qualité de vie des habitants, et on est très heureux d'avoir pu ouvrir cette première semaine thématique sur ce sujet de mobilité avec France Mobilité et avec vous tous. Donc, vous recevrez un petit questionnaire pour savoir ce que vous en avez pensé, si ça vous convient en termes de format, si le sujet vous a intéressé, si les sujets que vous souhaiterez évoquer par la suite. Et on sera très heureux de vous retrouver tout à l'heure pour ceux qui le peuvent. Merci beaucoup, Juliette. Effectivement, on ira plus loin dans les outils d'accompagnement qui permettront de continuer à apporter des éléments de réponse à vos questions tout à l'heure. Très bonne pause méridienne et à tout à l'heure. Merci à tous, en tout cas. Bonne journée.